On reprend la séance. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous présenter Sylvain Bichouir, qui vient de l'Université de Genève et qui va nous parler aujourd'hui de la norme juridique à l'épreuve de la pratique des acteurs appliquée au cas des médias. Son intervention s'intitule « La norme juridique à l'épreuve des vicissitudes de la transition politique en Tunisie, le cas des médias ». Merci Sonia. Je vous avoue franchement que je suis un peu gêné parce que prendre la parole après celle de Marielle où je me sens un petit peu mal à l'aise. Surtout on a été subjugué par l'élégance de son texte, sa gestuelle, sa belle voix. Bon, mais je vais faire un effort. Je voudrais d'abord remercier mes amis de l'HS pour l'occasion qu'ils me choisissent d'intervenir, de développer. Et c'est la troisième ou quatrième fois que je me retrouve parmi vous. Mais sincèrement, quand je vois des têtes qui me sont très chères, je tiens à le dire à mes amis de l'HS, je le dis le plus sincèrement que intellectuellement, sentimentalement, politiquement, je suis vraiment proche de vous et j'aimerais bien que vous me considérez un des vôtres. Bon, à propos de mon texte, entendons-nous bien, je ne vais pas vous présenter quelque chose d'achevé, de bien structuré, élaboré, loin de moi cette prétention. Normalement, ce que je voudrais, c'est faire une sorte de bilan, un diagnostic qui sera réflexif, portant sur la situation des médias, mais vu sous un angle que je voudrais remettre en cause, cette approche juridique telle qu'elle a été adoptée depuis le 14 janvier 2011 jusqu'à nos jours. Mais entendons-nous bien, cet exposé ou cette réflexion que je vous propose est d'une part basée sur des données certes objectivées, mais également une part de moi-même, je ne le cache pas, de subjectivité qui est faite aussi de crainte, de peur, d'angoisse, voire même d'inquiétude. Alors je partirai de ce constat très général, c'est que plusieurs réformes qui ont été initiées au lendemain du 14 janvier, réformes sur tous les plans, alors soit n'ont pas abouti ou ont du mal à se mettre en place. Et pour moi, la raison à invoquer, c'est que découle principalement de cette propension des acteurs publics dans la Tunisie post-14 janvier à vouloir à chaque fois privilégier l'approche juridique. C'est-à-dire en se fondant sur l'idée dominante du 14 janvier, telle que je l'avais vécue, que la norme juridique à elle-même pouvait servir de catalyseur pour impulser des véritables efforts. Et depuis le 14 janvier, on a constaté une avalanche de textes juridiques qui touchent d'ailleurs toutes les sphères de la vie sociale et politique. Or, ce qu'on constate, 5 ans après, que plusieurs de ces textes, soit n'ont pas eu les effets escomptés, ou se sont avérés parfois même théoriques, et ce au regard de leur inadéquation souvent avec un environnement où les pratiques et les comportements des acteurs soit ne tiennent pas compte de l'esprit de ces textes, ou bien sont en contradiction flagrante avec ces textes adoptés. Et pour mieux illustrer mes propos, je voudrais évidemment partir des médias, qui ont en quelque sorte mon terrain de prédilection, pour étudier le contraste qui existe entre, d'un côté, un cadre juridique jugé libéral, et de l'autre, des pratiques et une gestion qui se trouvent souvent bien en deçà de ces principes édictés dans ces textes. Alors, si vous voulez bien, essayons dans un premier temps de situer le décor des médias. Alors, vous savez qu'au lendemain du 14 janvier, le champ médiatique dans son ensemble va plutôt subir les soubresauts d'un paradoxe. D'un côté, on a décidé la suppression du ministère de la Communication, qui faisait certes office du ministère de la Société de la Ligue, également de l'agence de communication extérieure qui était une sorte de communication gouvernementale et qui faisait également office de censure, et de l'autre, l'abrogation du code de la presse, qui était un code certes liberticide, et la levée de tous les obstacles qui étaient érigés quant à la liberté d'expression. Et tout ça a permis l'avènement de nouveaux acteurs, mais également la libre expression de plusieurs expressions qui étaient jusque-là soit muselées ou interdites d'être citées. Mais dans le même temps, et c'est ça le paradoxe, cette situation que je qualifierais d'ouverture, encore des guillemets, survient pour la première fois par le bas, c'est-à-dire se singularise cette fois-ci par l'absence d'une autorité centrale légitime et d'un cadre juridique et institutionnel qui était à même d'organiser
et de réguler plutôt le monde des médias et des journalistes. Mais la conséquence qui découle de ce paradoxe, c'est que les journalistes eux-mêmes, qui ont vécu plus d'un demi-siècle sous une charte de plomb, vont se trouver subitement livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, je dirais même dans l'obligation d'agir dans un espace de liberté totale, dans lequel il n'était préparé ni professionnellement, et je le dis en tant qu'enseignant d'Institut de presse, ni même culturellement. Quand je parle culture, c'est-à-dire même la connaissance du champ politique, des acteurs, des nouveaux acteurs. Et du fait même d'ailleurs de la dépendance au pouvoir politique depuis des années d'indépendance, le monde des médias et des journalistes est loin de constituer un corps homogène, on le voit même jusqu'aujourd'hui, soudé et cimenté par les principes qui régissent la profession. Et d'autre part, dans cette phase de transition, ce qu'on a pu constater, et on constate aujourd'hui de plus en plus, c'est que l'absence de transparence au sein des entreprises de presse, la précarité aussi qui caractérise la profession de journaliste, risque, et le risque est réellement patent, de dévoyer les missions des médias pour en faire plutôt des instruments entre les mains des acteurs politiques, religieux et économiques puissants. Alors voilà les décors. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire part aussi des témoignages, peut-être que je les ai vécus directement. C'est quelques semaines après le 14 janvier, je fus convoqué moi-même par le Premier ministre de l'époque et qui voulait à tout prix qu'on discute médias. Mais il avait déjà des idées bien assises. Alors il y avait trois idées. Premièrement, l'État se désengage totalement du champ médiatique. Et à la place de ce désengagement, on va mettre sur pied une commission nationale de communication à laquelle on va lui transférer toutes les prérogatives qui étaient jusque-là reconnues par le ministère de l'Information. Pour ma part, j'étais très gêné. J'étais très gêné. Et troisième aussi idée assise, il fallait tout de suite commencer à élaborer un cadre juridique. Proposer des lois qui soient conformes aux standards démocratiques internationaux. Bon, j'étais quelque part gêné, parce que pour ma part, il fallait commencer déjà par faire un état des lieux, délimiter les différentes responsabilités, comprendre ce monde des médias de l'intérieur avant d'élaborer des textes. Finalement, après discussion, l'idée de créer l'INRIC, l'Instance nationale pour la réforme de l'information et de la communication, a été finalement acceptée. J'en reviens pas, puisque j'en parle longuement dans cet entretien avec la reine. Je n'entre pas comment a été choisi le président, mais pour l'idée fondamentale, c'est qu'il fallait combler ce vide juridique et institutionnel en essayant, dans la mesure du possible, d'entamer une réforme de l'intérieur des médias et, à partir de là, une première instance qui est directement concernée par le chantier des médias, allait voir le jour, à savoir l'instance nationale indépendante pour la réforme de l'information et de la communication. Alors, je vais essayer de présenter succinctement cette instance, parce qu'il est très intéressant de la mettre dans son contexte des années 2011. Elle est dotée uniquement d'une compétence consultative, contrairement à ce que nous a fait souvent le reproche. C'est que, à la demande des membres de l'instance, nous avons voulu, alors je parle puisque j'étais membre de cette instance, qu'il y ait uniquement une compétence consultative. C'est-à-dire que l'INRIC, et je cite l'article 2 du décret-loi du 2 mars 2011 qui a porté création de l'INRIC, est chargé d'émettre des propositions sur la réforme du secteur de l'information et de la communication, tout en observant les normes internationales en matière de liberté d'expression. Et son ambition ne fut pas seulement d'élaborer un cadre juridique de l'information et de la communication, mais également d'entamer des réformes dans le secteur. Essentiellement, alors il y avait trois, je dirais, axes fondamentaux. D'abord, comment assurer cette mutation de médias gouvernementaux à des médias de service public, en sachant que la notion de la culture du service public était complètement ignorée à l'époque par tous les acteurs. Également, faire des recommandations pour autoriser de nouvelles stations de radio et de télévision, en sachant qu'on était à quelques mois des prochaines élections, des élections d'octobre 2011. On s'est dit qu'il n'était pas question de laisser uniquement les médias créés sous Ben Ali prospérer, se déployer, alors qu'il fallait à tout prix aussi permettre la création de nouvelles stations de radio et chaînes de télévision. Mais j'attire votre attention dans la mesure où on était une instance consultative, on faisait des recommandations au gouvernement. Et généralement, il est vrai que le gouvernement de l'époque, que ce soit celui de Ranouchi, que de BGK et Sepsi, respectait à la lettre les recommandations telles qu'elles étaient émises
par l'INRIC. Alors, il faudrait dire également, et je tiens à le dire, que l'INRIC a contribué à l'élaboration d'un dispositif juridique, et là je le dis dans cette maison, les archives, qui porte sur l'accès aux documents administratifs, le fameux décret loi numéro 54, qui est destiné d'ailleurs à la fois à lutter contre cette culture du secret d'État, qui perdure encore jusqu'à nos jours, et surtout consacrer le droit de chacun, sans restriction, à avoir accès à tous ces documents administratifs. Alors, je rappelle que l'INRIC a publié un rapport de 300 pages, dans lequel sont consignées toutes ces recommandations qui étaient nécessaires en vue de réformer les médias. Et dans ce rapport, nous avons cessé de dire qu'il fallait d'abord approfondir le travail qu'on avait déjà entamé en dressant un véritable état des lieux des médias, surtout les médias publics, en vue de circonscrire à la fois tous les maux qui rangent ce secteur de l'intérieur et surtout de délimiter les responsabilités de chacun. Mais qu'est-ce qui a été retenu de tout ça? Uniquement le volet juridique. Et je vais en parler. Alors, le volet juridique, c'était une nécessité, et pas seulement du gouvernement, mais même des citoyens. Il fallait tout de suite un cadre juridique. Donc il y a eu une sorte de précipitation. Évidemment, en Tunisie, nous n'avions pas une expertise, une compétence, pour parler déjà d'une législation des médias qui soit conforme aux standards démocratiques. Nous avons été obligés de nous arrimer aux experts étrangers, de faire appel à un certain nombre d'organisations internationales. Je citais la plus importante, l'ONG Article 19, connue, basée à Londres, et qui est censée avoir une expertise en matière d'élaboration des textes des médias qui soient démocratiques. Alors, quel est ce cadre juridique? Avec la sous-commission de la presse et des médias, qui dépend de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution et de la réforme politique et de transition démocratique, on a élaboré, évidemment en étroite collaboration avec cette commission, deux textes. Deux textes, l'un censé régir la presse écrite électronique et l'autre audiovisuel. Alors le premier, la législation sur la presse, l'impression et l'édition, encore une fois, qui a été l'aboutissement d'un travail de concertation avec différents experts étrangers, mais aussi tunisiens. On a été amené, dans ce premier texte qui porte sur la presse, l'impression et l'édition, à élaborer 4 chapitres. 4 chapitres qui portent respectivement le premier sur le régime des entreprises de presse, le second sur le statut du journaliste professionnel, le troisième portant sur le droit de rectification et de réponse, et le quatrième, très important, c'est la responsabilité pénale du journaliste. Et la législation consacre la liberté du journaliste d'accéder aux informations et de les diffuser, mais aussi, pour la première fois en Tunisie, consacre la protection de ses sources. À l'opposé des dispositions contenues dans le Code de la presse de 1975, qui, pour la première fois, une disposition interdit toute ingérence du ministère de l'Intérieur dans le domaine de la presse et de l'édition, et les prérogatives relèvent désormais du pouvoir judiciaire. D'autre part, ce texte réhabilite le rôle du journaliste et consacre la séparation totale entre l'administration et la rédaction dans une entreprise de presse. C'est-à-dire qu'un patron d'entreprise n'est pas habilité, au regard de cette loi, à intervenir dans le travail rédactionnel. D'autre part, s'alignant sur les codes des pays démocratiques, toutes les peines privatives de liberté en matière de diffamation, mais également d'injures, sont supprimées et remplacées par des peines financières. Également, un autre acquis sur les 12 peines privatives de liberté qui existaient dans l'ancien code de la presse de 1975, 3 peines seulement sont maintenues. L'incitation à la discrimination raciale ou à la violence contre les personnes pour leur origine, leur religion et leur sexe. Deuxième peine également, qui est condamnable par des peines de prison, la production, la distribution, la vente et l'importation des produits pornographiques à caractère pédophile. Et enfin, troisième peine, l'incitation à l'homicide, au pillage, au viol ou à l'atteinte à l'intégrité physique. Enfin, autre acquis qui ressort de cette législation, c'est que ce texte consacre le régime déclaratif en supprimant
le régime d'autorisation dans les domaines de l'édition, des livres, des ouvrages, mais aussi les périodiques. Et donc voilà, si vous voulez, la structure, je dirais l'ossature de ce premier texte qui porte sur la presse écrite et électronique et les principaux acquis que recèle ce texte. Un autre texte également mérite notre attention d'être cité, c'est le décret loi numéro 116 du 2 novembre 2011 qui est relatif à la liberté de communication audiovisuelle et qui porte pour la première fois la création d'une instance supérieure indépendante de la communication audiovisuelle. C'est-à-dire que ce décret-loi consacre la liberté de communication audiovisuelle et admet pour la première fois en Tunisie qu'à côté des médias publics, des médias commerciaux, il va y avoir un tiers secteur qu'on appellera les médias associatifs. Ça aussi, c'est parmi les acquis qui sont consacrés dans ce texte, et les médias associatifs, évidemment, n'ont aucun caractère commercial. Par ailleurs, le décret stipule la création de cette haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle, qui dote pour la première fois la Tunisie d'un instrument de régulation des médias audiovisuels. Et là aussi, je tiens à vous dire que la culture de régulation était totalement nouvelle dans l'espace public tunisien, puisqu'on a eu beaucoup de mal d'ailleurs à essayer de définir, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, je vais en parler par la suite, toute cette notion que recèle la régulation de l'audiovisuel. Mais je tiens à vous dire que ce texte est largement inspiré des législations françaises et belges en la matière, puisqu'il attribue à cette autorité, l'AECA, une personnalité qui est à la fois civile, mais également une autonomie financière, et la charge, je cite, de garantir la liberté et le pluralisme de la communication audiovisuelle. Je n'entre pas dans les détails, cette AECA est composée de 9 membres, qui sont nommés pour un mandat de 6 ans, non renouvelable. L'AECA dispose de pouvoirs décisionnels, mais également de contrôle et de sanctions. Elle est notamment chargée, je cite le décret loi 116, de faire respecter les règles qui sont applicables au secteur de la communication audiovisuelle par l'ensemble des acteurs, de statuer également sur toutes les demandes d'octroi des licences relatives à la création et à l'exploitation des médias audiovisuels, et de veiller à garantir la liberté d'expression et le pluralisme des idées et des pensées, en particulier en ce qui concerne l'information politique, tant dans le secteur audiovisuel privé que public. Et d'ailleurs, dans ce sillage, les cahiers de charges de l'AECA, qui s'inspirent largement de ce décret loi, interdisent, je précise parce que je vais revenir par la suite, aux dirigeants des partis politiques ainsi qu'aux directeurs des agences de communication d'être propriétaires d'un média audiovisuel. Elle dispose en outre le droit d'avis conforme pour les nominations à la tête des médias audiovisuels publics. Et durant les campagnes électorales, elle est également chargée, l'AECA, de veiller au respect de tous les textes législatifs qui fixent aussi bien les règles sur la programmation et de diffusion des séquences qui sont relatives aux campagnes électorales. Et dans tous les cas, l'AECA dispose d'un pouvoir de sanctionner toutes les infractions commises par les entreprises audiovisuelles. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a mis 1 an et demi pour annoncer la mise en pratique. Les décrets d'application de ces 2 décrets ont mis 1 an et demi à voir le jour. Et là, évidemment, cette situation de non-droit a créé des pratiques totalement illicites. Donc, si vous voulez maintenant, je vais essayer de vous exposer les pratiques qui ressortent depuis ces 5 années et qui se trouvent souvent bien en deçà des textes énoncés. Alors d'abord, durant cette période de vie juridique et institutionnelle, nous avons vu des pratiques et même des comportements qui sont totalement en contradiction au regard des dispositions de ce décret, mais également au regard des principes éthico-professionnels qui sont normalement censés garantir le bon exercice, mais ces pratiques, non seulement ont émergé à cette époque et perdurent encore en toute impunité jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, je vous cite ça à titre d'exemple, il existe aujourd'hui des chaînes de télévision et des stations de radio qui diffusent et émettent en toute impunité car elles ne disposent d'aucune autorisation légale de l'AECA. D'autre part, dans la plupart des entreprises de presse, on relève
des pratiques qui sont en contradiction totale avec les dispositions légales telles qu'elles ont été énoncées. Par exemple, l'opacité financière, alors que le décret 116 est plus qu'explicite sur la question. Les médias doivent rendre public l'état financier à chaque fois. Et je vais revenir sur cet aspect. D'autre part, l'absence de ligne éditoriale. Très souvent, on se pose la question. Tel média ou tel loi, quelle est la ligne éditoriale? Alors que le principe est énoncé dans le décret loi. Également, l'absence de structure rédactionnelle autonome. Autonome, quand je dis de l'administration. Le non-respect des cahiers de charges de l'AICA, notamment à propos du respect de la dignité humaine, de la vie privée, de la liberté du culte, la protection des droits de la femme, des enfants, des personnes âgées et des handicapés, la sanction des discours qui incitent à la haine, à la discrimination et à la violence, en plus de nombreux problèmes qui sont d'ordre éthico-professionnel. De plus, ce qu'on constate au regard de cette pratique depuis 5 ans, c'est qu'il y a des lignes rouges qui réapparaissent. Des lignes rouges dans la couverture médiatique. Ces lignes rouges telles qu'on a pu les sentir, les percevoir, touchent aux questions qui relèvent des agents de la sécurité nationale, sur la question de l'islam également, sur d'autres questions qui portent ce qu'on appelle l'identité nationale. Et en cas de transgression, on a vu que leurs auteurs sont l'objet soit de poursuites judiciaires, y compris des poursuites judiciaires en vertu du code pénal, sous Ben Ali, qui recèle encore des dispositions liberticides. Et des juges ont été amenés à condamner, vous êtes au courant des blogueurs, qui ont été condamnés à 7 ans de prison, au regard, c'est-à-dire selon les dispositions du code pénal, et non pas selon le décret loi 116. Et également, il y a eu des cas, au-delà des condamnations, des cas d'agression physique de la part des groupes se réclamant, des mouvements salafistes, etc. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que le pouvoir exécutif peut également se servir de ces prétextes pour éjecter un PDG d'une télévision publique. Ce qui fut le cas l'an dernier, en éjectant l'ancien PDG, que vous connaissez tous, Moustapha Taïeb. Et on s'est servi d'un prétexte, sous prétexte alors qu'il n'était aucunement responsable, pour l'éjecter. Mais en réalité, il y avait d'autres raisons non dites. Donc on retrouve toujours les pratiques anciennes du pouvoir. On prend des mesures explicites, mais en réalité, les véritables raisons sont à chercher ailleurs. Et en tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est que cette pratique est totalement non conforme aux dispositions du décret loi qui porte sur la communication audiovisuelle, puisqu'il est dit que dans tous les cas, tant pour les nominations, mais également pour les limogeages, il faut toujours l'avis conforme de l'AICA. Également, les rapports, nous avons beaucoup de rapports qui font état des pressions que subissent continuellement des journalistes sur leur lieu de travail de la part de leur direction. Avant-hier, j'étais dans une conférence de presse, on présentait un rapport, je vais vous exposer les grands titres, et des journalistes d'Aliban nous avaient dit qu'il y a eu des licenciements abusifs. Et d'ailleurs, les rapports, vous avez beaucoup de rapports des ONG internationales, mais surtout tunisiennes, qui publient de manière régulière tous ces abus. Je vous cite l'Observatoire du Centre de Tunis pour la liberté de la presse, qui publie chaque année toutes les violations enregistrées dans le domaine des médias et qui concernent surtout les journalistes. Mais de plus, et c'est ce qui m'inquiète davantage, c'est que dans la plupart des entreprises, on observe une absence de structures qui sont destinées à promouvoir et à protéger les principes éthico-professionnels. Alors, quelles sont ces structures? Évidemment, ce sont des structures telles que les conseils de rédaction. Un journaliste est d'abord protégé par les conseils de rédaction, mais aussi les conférences de rédaction qui doivent se faire quotidiennement. Et en vertu de tous ces conseils de rédaction, la troisième structure fondamentale, ce sont les chartes de rédaction. Or, dans toutes les entreprises des médias, il y a une absence de toutes ces structures professionnelles, ce qui fait que le journaliste se trouve non seulement esselé, mais même fragilisé. Et que cette séparation, telle qu'elle a été énoncée par le décret 116 de l'administration et de la rédaction, se trouve totalement théorique. Également, quand on voit un autre problème qui touche aujourd'hui le métier de journaliste, ce sont les conditions de travail et matériaux. Ces conditions sont très précaires. Sont très précaires parce qu'elles ne respectent pas les différentes conventions collectives, nous avons vu. Et ce qui me gêne davantage, ce sont les transgressions aux lois et à l'éthique en vue de booster l'audience et qui prennent plusieurs formes.
Aujourd'hui, ce qui intéresse un propriétaire des médias, c'est l'audience. Donc tous les moyens sont bons pour booster l'audience, essentiellement à travers ce qu'on appelle le buzz. Et là, vous avez des buzz qui sont très fréquents, mais qui sont rarement sanctionnés. Alors je citerai des buzz qui peuvent prendre même de l'aspect parfois d'un prosélytisme religieux. Par exemple, jeudi 14 août 2014, il y avait une émission qui s'appelle Entre la Sharia et la loi, qui est diffusée sur la chaîne Ezitouna, qui entre nous ne dispose pas d'une autorisation légale, et qui accuse en direct, je cite, le gouvernement de mener une guerre contre la religion et que l'islam est en danger en Tunisie. Et ce même texte implore Allah de se venger contre ceux qui s'en prennent à l'islam et au pays. C'est pour moi une incitation quelque part. D'autre part, faut-il rappeler aussi que le traitement des médias publics également a fait l'objet de grandes dénonciations et même d'agressions, puisqu'il y a un groupe proche d'un mouvement politique bien connu qui a fait le siège devant la maison de la télévision pendant plus d'un mois, entre mars et avril 2012, pour rappeler, je cite selon leur communiqué, à l'assainissement de la télévision des symboles appartenant à l'ancien régime du président déchu. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les journalistes et techniciens qui exercent à l'intérieur de cette entreprise publique sont soumis à toute forme d'intimidation, de vexation et même de menaces. Enfin, dans les médias privés, la précarité du média et la détérioration des conditions matérielles peuvent contraindre, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, les journalistes, soit à se plier aux directives patronales, soit à pratiquer une autocensure, ou carrément à quitter leur entreprise. Et, évidemment, vous allez me dire, que fait l'AICA dans cette situation? Ben, l'AICA se débat dans une sorte de tourmente politico-médiatique. Et je m'en explique. C'est que depuis sa création, telle qu'elle a été poncée, réfléchie par différents experts, elle bute sur des écueils multiples qui rendent sa tâche particulièrement rude et son fonctionnement très fragile. D'abord, elle a été créée, il ne faut pas l'oublier, dans un contexte politique et médiatique qui était en pleine effervescence sous la Troïka, qui était marqué par une sorte de bipolarisation, évidemment, comme vous le savez, de la société entre les islamistes d'un côté et les sécularistes de l'autre. Et l'annonce de sa composition n'a été rendue publique qu'une année et demie depuis la publication au journal officiel de ce décret 116 qui porte création de l'AICA. De plus, la méconnaissance, que ce soit parmi les membres de l'AICA, mais également même parmi les acteurs publics, de cette culture de régulation des médias par les acteurs publics et privés, et l'absence d'une ferme détermination de la part des gouvernements successifs d'appuyer les décisions de l'AICA ne peuvent évidemment que la fragilité davantage. Enfin, en plus de tous ces défis, les relations entre les membres de l'AICA n'ont jamais été reluisantes, vous le savez, puisque réduite à 5 membres, après la défection de 4 de ses membres, l'AICA risquait de se trouver paralysée faute de quorum. Et elle ne doit son salut, je suis fier de le dire à chaque fois, et chaque fois je le dis en présence de l'ami Kemal, elle ne doit son salut que grâce à une décision gouvernementale. Grâce à une décision gouvernementale de surseoir au poste vacant par un degré gouvernemental en date du 22 juin 2015. Ils ont beau de vouloir feindre et l'ignorer, mais c'est grâce à une décision gouvernementale que l'AICA existe et puisse travailler aujourd'hui. Donc, conséquence de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que les médias audiovisuels créés sous Ben Ali côtoient ceux qui ont vu le jour après le 14 janvier 2011. De plus, les médias dépourvus d'autorisation légale cohabitent avec les médias légalement autorisés à émettre et à diffuser. Et plus que ça, au sein même d'une même rédaction, on relève un contraste frappant. Un contraste frappant entre des journalistes qui sont attachés au respect du principe professionnel et éthique, ce sont souvent des jeunes d'ailleurs, et ceux, beaucoup plus nombreux, qui les bafouent en toute impunité, encouragés, il est vrai, par l'absence d'une ligne éditoriale et l'absence aussi des structures rédactionnelles au sein de l'entreprise, et encouragés, il est vrai aussi, par l'opacité qui entoure les ressources et les recettes publicitaires de l'entreprise. De plus,
et ça je n'arrête pas de dire comme avant, mais également aujourd'hui, c'est que le monde des journalistes est loin de constituer un corps homogène, soudé autour des principes professionnels et éthiques. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans cette phase vulnérable de transition, l'absence de transparence au sein de ces entreprises de presse, mais également la précarité de ce métier de journaliste, risque encore de dévoyer cette mission reconnue des médias pour en faire des instruments au service des puissances de l'argent, mais aussi des groupes de pression. Alors, qu'est-ce que je peux dégager? Il me reste quelques minutes pour conclure. Très bien. Je vais essayer de conclure. Excusez-moi si j'étais un peu long. Alors, pour moi, il y a 3 idées qui méritent, en tout cas, qu'on s'y attarde. La première, portant sur le désengagement de l'État du secteur des médias. On constate aujourd'hui une absence totale d'autorité, d'autorégulation pour la presse écrite, et, comme vous le constatez, une fragilité manifeste d'une autorité publique telle que l'AICA pour réguler le secteur de l'audiovisuel. Et dans le même temps, ça aussi ce qui me gêne, c'est qu'on relève l'absence de toute volonté politique de tous les gouvernements successifs, d'ailleurs depuis le 14 janvier, à initier et à conduire les réformes nécessaires dans le secteur. Donc, les pratiques et les chaînes qui ont toujours régi les médias par le passé, tant du temps de Ben Ali que de Bourguiba, perdurent encore, mais cette fois dans un climat de liberté totale. Deuxième idée, c'est que les journalistes qui sont déterminés à faire aboutir cette transition se trouvent malgré eux obligés de cohabiter, voire de composer parfois avec les mentalités et les pratiques anciennes. Et les raisons sont doubles. D'une part, c'est que les pratiques professionnelles et éthiques, tout autant aussi la culture démocratique, je le dis, n'ont pas innervé en profondeur le monde des médias et des journalistes. Et de plus, beaucoup plus grave, c'est que les leçons portant sur les implications des personnes et des institutions dans tout ce système qui a réprimé les médias et l'information du temps de Ben Ali n'ont jamais été tirées jusqu'à nos jours au grand jour. Et même circonscrites décemment. Et vous le savez, comme moi évidemment, que l'instance vérité et dignité, qui était censée établir les responsabilités et toutes les exactions qui ont été commises, du temps évidemment par les régimes politiques, a vu le jour 3 années après le 14 janvier 2011. Donc je me demande encore quelle efficacité peut avoir un travail de justice transitionnelle aujourd'hui sur le monde des médias et des journalistes. Et il est vrai aussi, il faut regarder aussi la responsabilité des pouvoirs, c'est que l'annonce en août 2012 par le gouvernement de rendre publique la fameuse liste noire des journalistes qui étaient jugés corrompus sous l'ancien régime n'a fait qu'envenimer les rapports des journalistes entre eux, mais également avec le pouvoir exécutif. Pourquoi? Moi je ne suis pas contre le fait de rendre public, mais c'est que le fait que cette initiative soit prise unilatéralement par la présidence de la République, mais aussi la procédure qui a été suivie pour la collecte des données, et la manière dont le rapport a été rédigé ont fait l'objet de vives critiques de la part du syndicat des journalistes, mais également des ONG défendant la liberté d'expression, tout autant aussi de la classe politique dans son ensemble. Enfin, un troisième élément, qui en tout cas, je considère que c'est le plus important, c'est qu'on constate de plus en plus une émergence des lobbies financiers, politiques et religieux, et ce en contradiction totale avec les dispositions du décret loi 116, c'est-à-dire qui interdit aux dirigeants politiques et aux agents de communication d'être les propriétaires des médias. Et je suis fier de vous annoncer qu'il y a 2 jours, jeudi précisément, l'association Vigilance pour la démocratie et un État civil, dans laquelle je milite d'ailleurs, nous avons rendu public un rapport qui est en tout cas d'une grande richesse, qui porte sur les propriétaires et les actionnaires des médias audiovisuels. Et dans ce rapport, c'est que ressort d'ailleurs pas mal d'éléments. Bon, il est dans la version numérique, il est en arabe, là, je suis obligé, dans ce rapport. Alors, il y a 3 éléments intéressants. J'essaie de vous résumer. D'une part, rares sont les entreprises publiques qui publient régulièrement l'état financier de leur entreprise, ce qui est contraire aux dispositions du décret loi 116.
Deuxième aspect, peu de données se rapportent au profil des actionnaires, ainsi qu'aux ressources et recettes tirées de la publicité. Nous avons très peu de données. Troisième élément, c'est que quand on voit le profil des actionnaires, mais également des propriétaires audiovisuels, et ça c'est un élément très intéressant, on constate qu'ils sont le reflet de la bipolarisation politique. C'est que les chaînes radio-télévision se scindent en deux. Vous avez des gens proches de Narda ou d'autres proches de l'idée avec toutes les sensibilités. Donc, au regard de tous ces éléments, je me demande finalement, qu'en est-il de la pluralité politique, de la diversité, de l'indépendance des médias, telles qu'elles sont consacrées dans ces textes juridiques. Et ce que je voudrais, au terme de mon exposé, vous amener en tout cas à soumettre cette idée, en tout cas qui m'habite, constitue pour moi une source d'inquiétude. À quoi servent des textes juridiques qui régissent les médias et qui font l'objet constamment de transgressions, voire de violations? Et pour ma part, j'en retiens deux explications. La première, c'est que les processus d'élaboration de ces textes sont davantage marqués par des schèmes et des références, et je le dis, qui sont souvent exogènes. C'est-à-dire exprimés soit par des experts étrangers, à partir de leur schème, de leur formation, soit pour autant également par des experts ou des relais tunisiens. Et là, comment? C'est-à-dire que dans leur manière de travailler, ils recourent fréquemment à des modèles ou des références étrangères à travers des recherches sur le web. Et j'ai eu à vivre une situation qui était, en tout cas, bon, un peu mal à l'aise pour moi, je le dis en présence de mon ami Kamel. C'était dans une commission qui devait retravailler et rédiger le décret-loi 116. Et cette commission était composée essentiellement de magistrats et de juristes. Et il fallait réformer. Et quels étaient, alors là, les recours, soit des témoignages de certaines personnes, ou bien les recherches à travers Internet. Et tous les matins, on venait me dire, voilà, moi j'ai trouvé qu'en Autriche c'était plus intéressant, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais nous sommes en Tunisie, allez voir ce qui se passe dans les salles de rédaction. À quoi ça sert d'énoncer des principes théoriques alors qu'on n'a aucune connaissance du terrain lui-même? Et là, je n'arrête pas de dire, bon, finalement, j'étais amené à me retirer, sans pour autant vouloir importuner mon ami Kamel, mais je voulais faire passer ce discours qui ne passait pas, sous prétexte qu'on n'avait pas le temps, qu'il fallait le faire vite, ce texte, etc., etc. Alors que quand on voit la réalité des entreprises de presse est tout autre, elle est d'une très grande complexité. Et que ces textes ne pouvaient pas le refléter tant qu'on ne vit pas cette réalité au quotidien. Enfin, cette deuxième idée, je termine par là, excusez-moi, c'est que ces textes, pour moi, auraient dû accompagner d'abord les réformes. Et ils auraient dû accompagner les réformes à mener dans tous les secteurs et non les précéder. C'est-à-dire que ces textes, ils auraient dû être conçus, pensés, élaborés à partir de cette dynamique propre au mouvement de réforme, tel qu'il aurait dû être initié aussitôt. Et cela à la fois en s'inspirant des objectifs qui sous-tendent toute une vision de réforme, mais également des particularités socio-historiques qui marquent le monde des médias, tout au long également celui des journalistes dans leur ensemble, mais également tenir compte des singularités qui caractérisent chaque support médiatique. Et merci de votre attention.